Les présidents togolais et béninois sont en visite à Abidjan, visite aussi de l'ex-président béninois. Thomas Yahi Boni, Faure Gnassingbé et Patrice Talon se sont entretenus avec le président Alassane Ouattara cet après-midi à sa résidence. Rifai Taleb rend hommage aux victimes de l'attentat de Bassam. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme invite à ne pas se laisser gagner par la terreur. Pour lui, le terrorisme ne freinera jamais l'évolution du tourisme ivoirien et africain. L'actualité ce lundi, c'est aussi la reprise timide mais effective à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Après les troubles de la semaine dernière, le temple du savoir retrouve un début de sérénité. La cour en reprise ce matin et les choses se mettent en place progressivement. Le constat à suivre dans ce journal. Et puis, à l'étranger, le bilan qui s'alourdit en Équateur après le violent séisme. On parle maintenant de 350 morts et 2000 blessés. Un homme et deux femmes ont été retrouvés ce lundi à Manabi par les secouristes. Les fouilles se poursuivent, mais la population désormais sans abri reste dans la crainte d'une résurgence de l'horreur. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Patrice Talon et Thomas Yahi Boni, main dans la main, sourire aux lèvres. Une image de rapprochement entre le nouveau président du Bénin et son prédécesseur, scellée ici à Abidjan, à la résidence du président Ouattara cet après-midi. Vous le voyez sur ces images. Le président du Togo et le président Yahi Boni sont arrivés ce matin ici à Abidjan. Ils ont été accueillis, vous le voyez, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et d'autres membres du gouvernement ivoirien. Cet après-midi, les deux présidents ainsi que le président Patrice Talon se sont entretenus à la résidence du président Alassane Ouattara avec le chef de l'État ivoirien. On y reviendra dans cette édition ou dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant au secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme qui a rendu aujourd'hui hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Rifai Taleb invite à ne pas se laisser gagner par la terreur. Pour lui, le terrorisme ne freinera jamais l'évolution du tourisme ivoirien et africain. Le point avec doigt des lasers. Une gemme de fleurs déposée sur les lieux du drame à la plage de Grand Bassam. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme marque ainsi sa solidarité au peuple de Côte d'Ivoire, victime de l'attentat djihadiste le 13 mars dernier. Pour le patron du tourisme mondial, pas question de se laisser intimider par cette barbarie humaine. Donc c'est un grand symbole de solidarité. Nous avons tous les ministres du tourisme qui appartiennent à l'Organisation mondiale du tourisme qui sont réunis ici et ils ont tous demandé à venir ici non seulement rendre hommage aux victimes mais également à toute la population de Grand Bassam. Le problème, ce n'est pas seulement le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème mondial. Et nous allons nous faire les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Nous savons que l'espoir est là, les gens vont revenir. Selon le ministre ivoirien du tourisme, la Côte d'Ivoire regorge de potentialités touristiques et le pays ne fléchira pas face à cette attaque terroriste. Dr Taleb Rifai est là aujourd'hui. Le monde saura que la Côte d'Ivoire demeure un pays sûr et le message est très fort. Le message est qu'on ne se laissera pas intimider par les terroristes. Pour assurer le monde entier et montrer qu'elle reste une destination fréquentable, la Côte d'Ivoire abritera du 19 au 21 avril 2016 la 58e rencontre de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique qui va enregistrer la présence de plus de 20 ministres africains du tourisme. Je vous l'annonçais en titre, l'actualité ce lundi, c'est aussi la reprise timide mais effective à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Après les troubles de la semaine dernière, le temple du savoir retrouve un début de sérénité. Les cours ont repris ce matin et les choses se mettent en place progressivement. Le constat fait sur place par Serge Coléa. Des problèmes de technique de son qui seront réglés le plus rapidement possible. Vous pourrez voir ce reportage sur la reprise à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody d'ici le terme de cette édition ou dans nos prochaines éditions. À l'université Alassane Ouattara de Bouaké, les cours n'ont pas connu d'arrêt. Sur place, les étudiants ont été édifiés sur la politique gouvernementale des technologies de l'information et de la communication. Le point avec Kader Sogodogo.
La jeunesse estudiantine et les enjeux du numérique en Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 4e tribune, les rencontres des communicants du Club Initiative. Invité d'honneur de ce cadre d'échange, le ministre de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, les TIC dans notre pays représentent plus de 150 000 emplois, plus de 10% des recettes fiscales en 2014. D'ici 5 ans, rien ne pourra se faire sans le numérique. Ainsi, le gouvernement prévoit un vaste programme au niveau des écoles. Nous sommes allègrement en train d'aller vers 100 000 bacheliers produits chaque année en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a amené l'État, le gouvernement, à prendre la décision de création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui est un premier pas. Mais une fois cette université créée, il faudra lui donner du contenu, il faudra lui donner un mode opératoire qui ne dégrade pas la qualité de l'enseignement, un mode opératoire qui continue de faire en sorte que vous fassiez vos études avec un niveau de qualité qui soit similaire. Déjà, un tiers des établissements secondaires ont été dotés de salles multimédia. Aussi, l'objectif premier reste de pourvoir toutes les écoles primaires du pays d'outils informatiques pour une maîtrise dès le bas âge des TIC. En attendant, dans les mois à venir, l'opération Un étudiant, un ordinateur sera lancée. Je vous l'annonçais, Patrice Talon et Thomas Yayi-Boni, main dans la main, sourire aux lèvres, une image de rapprochement entre le nouveau président du Bénin et son prédécesseur, scellé ici à Abidjan à la résidence du président Alassane Ouattara cet après-midi. Les deux hommes se sont engagés à privilégier l'intérêt du Bénin et de la sous-région. En visite d'amitié et de travail dans la capitale économique ivoirienne, le président du Togo, Faure Gnassingbé, était également de la rencontre. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Médiation réussie. La rencontre d'Abidjan organisée ce lundi 18 avril par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour rapprocher le président nouvellement élu du Bénin, Patrice Talon, et son prédécesseur, le président sortant Boni Yayi, a permis de lever la brouille qui subsistait depuis plusieurs mois entre les deux hommes. La rencontre d'Abidjan, qualifiée par son initiateur, le président de la République Alassane Ouattara, de rencontre d'amitié et de fraternité, s'est déroulée à son domicile privé de la Riviera Golfe, en présence aussi du président du Togo, pays voisin et frère du Bénin, Faure Gnassingbé, invité par le chef de l'État ivoirien à apporter son concours à cette médiation. Au terme de cette rencontre, qui a duré en tout près de 5 heures et qui a été ponctuée par un déjeuner, le président Alassane Ouattara pouvait dire « Paris gagné ». Le président Patrice Talon et le sortant Boni Yayi se sont donné l'accolade tout en assurant avoir enterré définitivement leur querelle personnelle pour ne plus voir que l'intérêt du Bénin. Monsieur le Président Alassane, je ne peux que vous confier à Dieu le Père Céleste, accompagné de mon cher frère, le président Faure. Et pourquoi? Parce que nous avons eu ce privilège d'avoir été invités. Le souhait formulé par nos chers présidents Alassane et Faure est de voir le Bénin continuer dans la paix, la stabilité, la sécurité. Ça marche, mais la prospérité. Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Non, je voudrais tout simplement remercier le président Ouattara, le président Gnassingbé, pour leur leadership. Les remercier pour le soutien dont nous avons bénéficié. Pour ma part, je serai fidèle de cet idéal de paix, de démocratie et de bonne convivialité que vous cherchez tant à promouvoir dans la sous-région. Le président Boni Yayi m'a fait le plaisir de me déclarer son soutien pendant les 5 ans à venir. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion,
que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Et que les intrigues de la compétition politique, c'est cela le mot, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Les intrigues de la compétition politique ne prendront pas le pas sur nos responsabilités d'œuvrer pour la paix. À leur tour, les présidents Faure Gnassingbé et le président Alassane Ouattara ont remercié les deux protagonistes pour leur sens élevé de l'intérêt de leur patrie. Je veux d'abord remercier le président Alassane Ouattara pour cette initiative qu'il a prise de nous réunir ici pour discuter avec nos frères, les présidents Yahi Boni et Patrice Talon. Il démontre aussi son souci de voir l'apaisement régner dans tous nos pays. Peut-être que d'autres ne le savent pas, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend ce genre d'initiative. Et ensuite, saluer mes deux frères du Bénin, parce qu'ils ont su s'élever après les excès qui sont inhérents à toute compétition électorale. Ils ont su nous démontrer que la perception qu'on pouvait avoir d'une mésentente ou d'une amertume n'avait plus rien à voir avec la réalité. Et que ce qui compte aujourd'hui, c'est le Bénin et la paix au Bénin. Nos pays sont ensemble membres du Conseil de l'Entente, la plus vieille organisation de l'Afrique de l'Ouest, même du continent africain. Et nous sommes toujours en échange et nous faisons en sorte de travailler à renforcer la coopération entre nos États et bien évidemment entre les populations et les responsables que nous sommes. Et nous n'avions pas eu l'occasion d'être à l'investiture du président Patrice Talon, à qui je voudrais renouveler toutes mes félicitations pour son élection, sa brillante élection, et dire à quel point nous sommes fiers de son parcours, et dire au président Yahi Boni, qui est notre frère, notre ami également, que le Bénin avec Patrice Talon est bien évidemment de bonnes mains. Et nous savons qu'ensemble, ils verront comment travailler pour que la paix et les progrès que nous connaissons au Bénin puissent se renforcer davantage. En tout cas, en ce qui concerne notre doyen, le président de la République togolaise, je voudrais lui dire qu'à chaque fois que nous avons une opportunité de nous revoir, c'est un immense plaisir pour nous, les Ivoiriens. Le président Eyadema, votre père, était également notre père, compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Et donc cette rencontre est une rencontre d'amitié, de fraternité. Une photo de famille a mis fin à cette rencontre qui s'est déroulée dans un climat de convivialité. La ministre de la Communication a entrepris ce matin une tournée de sensibilisation dans les communes de Cocody et de Port-Bouët sur le décret portant réglementation de l'affichage publicitaire et sa mise en œuvre dans le district d'Abidjan. Sur 4000 panneaux anarchiques à démanteler, 1196 ont été démantelés. Des chiffres jugés insuffisants par la ministre qui exhorte les élus à travailler étroitement avec son département. Les précisions de Patricia Oumouetia. L'opération de sensibilisation de la ministre de la Communication sur l'affichage publicitaire anarchique a débuté par les communes de Cocody et de Port-Bouët. Le secteur de l'affichage extérieur ivoirien va connaître un changement significatif les prochains jours avec le décret sur la réglementation de l'affichage publicitaire et de sa mise en œuvre. Plus de 1196 panneaux publicitaires anarchiques sur les 4000 ont été démantelés. Pour la ministre de la Communication, les élus ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Un comité de pilotage a été mis en place, comprenant le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur, le ministère donc de la Communication, le district d'Abidjan qui représente les mairies et ensuite les afficheurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à adopter un plan commun
pour indiquer le type de panneau que nous voulons voir désormais sur la ville d'Abidjan, à quels endroits spécifiques nous voulons voir ces panneaux-là, et ensuite arrêter d'un commun accord les différents axes sur lesquels nous voulons voir ces panneaux d'affichage. La sensibilisation a été reçue 5 sur 5 et nous allons jouer notre partition parce que nous sommes les démembrements de l'État et nous sommes là sur le terrain pour appliquer les décisions du gouvernement. Harmoniser tous ces panneaux qui sont et puis respecter la règle. C'est pour cette raison nous travaillons étroitement avec le Conseil de la publicité dans toute demande de pose de panneaux. 24 axes ont été choisis pour ce nouveau dispositif. Les panneaux d'affichage doivent être implantés en fonction des quartiers et respecter les règles instaurées par le CSP, le Conseil supérieur de la publicité. L'aboutissement d'avoir Abidjan capitale émergente afin que toute la Côte d'Ivoire puisse avoir des panneaux réglementaires en conformité avec les règles qui sont établies. La campagne d'assainissement et de réorganisation des panneaux publicitaires à Abidjan concerne 14 communes du district d'Abidjan. Elle prendra fin le 28 avril prochain à Koumassi et à Tekoubé avant de s'étendre à l'intérieur du pays. Moussa Traoré, président sortant de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, rempile pour un second mandat à la tête de l'organisation. Hier, au terme du 9e congrès de la structure qui s'est tenu au plateau, Moussa Traoré a obtenu 255 voix sur 491 inscrits, soit 96,22%. Le point avec Armand Niamia. Pour le conseil exécutif de l'UNJCI, la liste conduite par Traoré Moussa dit MT. Oui, Moussa Traoré dit MT rempile pour un second mandat de 3 ans à la tête de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, au thème du 9e congrès de l'organisation. Sur 491 inscrits, avec 265 suffrages exprimés, Moussa Traoré a obtenu 255 voix, soit 96,22%. L'on a enregistré 2 bulletins nuls et 2 bulletins blancs. Nous nous repartons satisfaits de la confiance qui a été placée à nous. Nous saisissons cette occasion pour remercier l'ensemble de nos confrères qui se sont mobilisés pour que ce congrès se termine dans la douceur et dans l'harmonie. Quant à son adversaire Vamara Koulibaly, il a obtenu 8 voix, soit 3,01%. Ce dernier a suspendu sa candidature au motif que le président sortant Moussa Traoré a fait l'objet d'un blâme au cours de son mandat, un blâme déjà levé. Cette requête a suscité de vives tensions et le camp Vamara a quitté la salle. Le président sortant de l'UNJCI s'est rendu coupable de corruption et ça a été avéré. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême, la chambre administrative de la Cour suprême, pour se faire blanchir. La chambre administrative de la Cour suprême a confirmé la décision, la sanction du CNP. On ne peut pas l'envoyer ici aujourd'hui, nous le présenter comme un candidat. Nous disons non parce que nous ne voulons pas cautionner la violation des textes de l'UNJCI. La table de séance présidée par César Etou s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la validité d'une candidature déjà acceptée par le conseil d'administration. Ce congrès a vu aussi l'élection du président du conseil d'administration de l'UNJCI. Jérémy Aouré, seul candidat à ce poste, a obtenu le suffrage des votants, 249 voix, soit 93,92%. On en vient au point presse animé par le ministre des Transports ce lundi. Gaoussou Touré s'est prononcé sur la mesure mise en œuvre par son département pour le renouvellement du permis de conduire. Elle concerne le renouvellement du permis format 3 volets et celui au format carte de crédit. De nouvelles dates et échéances ont été annoncées. Le compte-rendu de Francis Boifo. Prévu pour durer 6 mois, le gouvernement ivoirien a prorogé le renouvellement du permis à 3 volets et l'ancien permis format carte de crédit à 2 ans. Mais cette fois, les autorités sont fermes sur les nouvelles dates. Il s'agit du 30 avril pour le permis ancien format 3 volets. Et ensuite, nous avons le 30 juin pour le format carte de crédit. Le coût du renouvellement s'élève à 10 000 francs. Bon, sauf si pour les professionnels, la visite médicale est à reprendre. La visite médicale est à 3 000, ça fait 13 000 francs pour ces derniers. 10 000 ou 13 000 francs CFA pour renouveler son permis de conduire.
Les journalistes estiment ce coût élevé. L'opérateur avait demandé 25 000 francs. C'est au fil des négociations qu'effectivement nous avons arrêté le prix de 10 000 francs qui n'est que le coût de la carte de crédit plus les temps de traitement. Bon, l'authentification devait coûter 5 000 francs. Mais comme c'est les agents du ministère qui le font, nous avons fait ça gratuitement. Autre préoccupation soulevée lors de cette conférence de presse, l'authentification des anciens permis de conduire. Authentifier parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux permis en circulation. Quand vous venez, on regarde une base de données pour voir si effectivement vous êtes sur la liste et que vous êtes passé par l'auto-école. Et quand vous n'êtes pas sur la liste, automatiquement, on vous met à la disposition des agents de la justice qui sont avec nous. Il y a 3 réseaux déjà que nous avons identifiés et plus un réseau à Boaké. Environ 200 000 permis de conduire renouvelés à ce jour sur les 550 000 enregistrés dans les fichiers du ministère des Transports. Plus de 350 000 détenteurs d'anciens permis de conduire sont attendus dans les centres de gestion intégrés. La Cour de justice de la CEDEAO a ouvert ce lundi une audience hors siège ici à Abidjan. La Cour va examiner 17 affaires qui portent sur des cas de violation des droits humains dans l'espace CEDEAO. Les audiences se tiendront au Conseil économique et social au Plateau jusqu'au 21 avril prochain. L'éclairage de Michel Digré. La Cour de justice de la CEDEAO, dont le siège est à Abuja, au Nigeria, délocalise ses activités à Abidjan pendant 4 jours. Ces audiences hors siège qui se tiendront au Conseil économique et social permettront une meilleure visibilité de la Cour, de sa mission et de ses activités juridictionnelles. Nous avons l'habitude d'organiser des sessions hors siège justement pour, d'une part, faire connaître la Cour et d'autre part, rapprocher la justice des justiciables. Sur la table des 7 juges, 17 affaires dont des cas mis en délibéré. La Cour de justice de la CEDEAO est compétente pour régler les litiges entre États de la communauté. Elle est également compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans les États membres. Nous allons donc examiner 3 cas qui concernent la Côte d'Ivoire, mais également les pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali. Depuis sa création en 1996, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie d'un total de 246 requêtes. Elle a rendu 94 arrêts, 60 affaires sont en instance devant la Cour. L'article 24 du protocole relatif à la Cour de justice de la CEDEAO dispose que ces décisions sont exécutées par les États membres conformément aux règles de procédure civile en vigueur dans les juridictions nationales. En politique, cette tournée de remobilisation et d'explication sur le parti unifié, tournée effectuée par une délégation du Rassemblement des Républicains conduite par la secrétaire générale adjointe chargée de la mobilisation du parti. Elle a sillonné les villes de Toumoudi, Djekanou, Tiebissou et Didievi pour expliquer aux militants la notion du parti unifié. Abou Sanogo. Première étape de cette tournée, la ville de Toumoudi. Objectif, expliquer à la base le projet de parti unifié. Au cours de la rencontre avec les populations, la secrétaire générale adjointe du Rassemblement des Républicains chargée de la solidarité a rassuré les militants des bien-fondés de cette initiative. N'ayez pas peur de la disparition d'un parti ou d'un autre. Pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous parlons ici de développement et pas de politique. Est-ce que l'intérêt de la Côte d'Ivoire est préservé à travers le RHDP? Je dirais avec vous, oui. Et c'est pour ça que nous vous proposons ce produit. La délégation a également rencontré les cadres et militants au cours de meetings pendant lesquels elle a encouragé la création de nouvelles sections et la redynamisation de celles qui existaient déjà. Les émissaires du RDR se sont également rendus sur les lieux sinistrés d'une violente tornade il y a quelques semaines. Ils ont apporté le réconfort du RDR aux sinistrés. Maferi Madiarasuba s'est par la suite rendu à Djekanou, Didievi et Tiebissou. Dans ces différentes localités, le message était le même, soutenir le parti unifié. Elle a rendu visite aux militants malades et a offert des broyeuses aux femmes de Tiebissou en vue de soutenir leur autonomisation. À l'étranger, le bilan qui s'alourdit en Équateur après le violent séisme. On parle maintenant de 350 morts et 2000 blessés.
Un homme et 2 femmes ont été retrouvés ce lundi à Manabi par les secouristes. Les fouilles se poursuivent, mais la population désormais sans abri reste dans la crainte d'une résurgence de l'horreur. Mariam Sissé, Hamza Diaby. Après le violent séisme de ce week-end, c'est le chaos en Équateur. Le bilan s'alourdit, on compte 350 morts et plus de 2000 blessés. Les populations terrifiées sont désormais sans abri. Je pouvais voir tout ce qui se passait ici, car de là on voit toute la ville. Ce fut quelque chose de terrible. Les arbres s'élevaient comme s'il s'agissait d'une vague dans la mer. Elle montait et elle descendait. On entre dans une sorte de psychose collective. Nous sommes restés tous traumatisés. De leur côté, les secouristes s'activent. 3 survivants ont été retrouvés ce lundi dans les décombres dans la province de Manabi, fortement touchée par la secousse. 300 millions de dollars, environ 150 milliards de francs CFA, ont été débloqués pour les urgences et 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA, pour la reconstruction par les autorités. Des aides viennent aussi d'ailleurs. Des experts venus d'Europe et de l'Amérique latine seraient présents dans le pays pour renforcer les opérations de sauvetage. La météo se stabilise et des efforts de reprise se ressentent. Mais la population demeure dans la crainte d'un autre tremblement. Selon le dernier rapport de l'Institut de géophysique, le nombre de répliques tend à se réduire, mais la possibilité de nouveaux séismes avec des magnitudes supérieures à 5 n'est pas à écarter. Et pendant ce temps, un nouveau tremblement de terre assez violent a frappé également ce lundi le sud du Japon. Son épicentre a été une nouvelle fois enregistré dans la préfecture de Kumamoto, sur l'île de Kyushu. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée. De précédents séismes suivis de multiples répliques ont frappé la même région la semaine dernière, faisant 42 morts et plus de 1000 blessés et provoquant d'importants dégâts matériels. Toujours en images au Brésil, au cours d'un vote plus qu'agité, la Chambre des députés s'est prononcée pour la destitution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff. Au Sénat maintenant de se pencher sur l'éventuelle destitution de la première présidente de l'histoire du pays. Le camp de la destitution l'a emporté par 367 voix, 25 de plus que les 342 requises pour autoriser le Sénat à mettre en accusation la chef de l'État. Seuls 137 députés de gauche et d'extrême gauche, pour l'essentiel, ont voté contre la destitution. 7 députés uniquement se sont abstenus et 3 étaient absents. On revient à l'actualité nationale avec cet événement qui dure maintenant 9 ans. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA, lancé en 2008, qui est aujourd'hui, vous l'aurez compris, à sa 9e édition. La 9e édition qui s'ouvre demain, nous dit notre reporter Franck Quadio. Asalfo et les autres membres de l'équipe Magic System en mode repérage sur le site du FEMUA 9. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo aura fait du chemin. Démarré en avril 2008, le groupe Magic System a voulu rendre hommage à Anoumabo, village-quartier de la commune de Marcory, qui l'a vu éclore. Anoumabo, dans le sillage du groupe, s'est bâti une reconnaissance internationale sur fond de décibels. L'événement au départ, prévu tous les 2 ans, est finalement devenu un rendez-vous annuel, mais la particularité depuis les débuts, ce sont les actions sociales qui ont soutenu le projet, dont l'orphelinat de Bingéville, rénovation pouponnière de Yopougon et école primaire puis maternelle à Anoumabo. Sans oublier la pose de la première pierre d'une école à Bangolo en 2015 et bientôt une école à Séguéla. Activités musicales, académiques et sportives. Un festival à multifonction, le FEMUA, au fil des années, s'est inscrit dans le cœur des Abidjanais et l'appui institutionnel s'en est allé croissant, au point de le décentraliser depuis quelques années. À Bobo, Yopougon et pour 2016, Korogo qui abritera la cérémonie de clôture. Du chemin parcouru. En attendant, le FEMUA 9 débute ce mardi 19 avril.
Et il prendra fin en fin de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.